Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle et dernière séquence. La dernière fois, vous avez entamé le troisième chapitre qui porte sur le système financier avec M. Khlouri et il vous a présenté le premier segment du marché des capitaux qui s'appelle le marché financier. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous le deuxième segment du marché des capitaux, à savoir le marché monétaire. La dernière fois, je vous ai dit qu'il existe deux manières de relier les agents à capacité de financement et ceux à besoin de financement. Soit à travers une finance intermédiaire ou finance indirecte, et dans ce premier cas de figure, l'agent à besoin de financement passe nécessairement par un établissement de crédit pour obtenir le financement dont il a besoin. Et je vous ai également dit que l'établissement de crédit joue le rôle d'une plaque tournante entre les agents à capacité de financement et ceux à besoin de financement. Une seconde manière de relier ces deux agents est appelée finance directe ou finance des intermédiaires. Dans ce deuxième cas de figure, les agents à besoin de financement peuvent obtenir directement le financement auprès des agents à capacité de financement et leur rencontre s'opère sur un marché appelé marché de capitaux. Alors, nous allons de prime abord chercher à comprendre ce que c'est qu'un marché de capitaux. Par définition, un marché de capitaux est un lieu abstrait qui met en relation les agents possédant un excédent de capitaux et ceux qui ont des besoins de financement, que ce soit à court, à moyen ou à long terme. Ce marché se divise classiquement en deux segments. Le premier est appelé marché monétaire. C'est le marché des capitaux à court et à moyen terme. Vous allez voir par la suite, c'est le marché de capitaux le plus liquide et je vous expliquerai par la suite pourquoi. Sur ce marché s'échangent des titres contre des liquidités. Le deuxième segment est appelé marché financier. Il s'agit du marché de capitaux à long terme qui permet de mobiliser l'épargne nationale sous forme de valeurs mobilières. Et maintenant, vous savez que les valeurs mobilières peuvent être soit des actions, soit des obligations. Sur ce marché sont émis et négociés des titres dont l'échéance est généralement supérieure à 7 ans. En ce qui concerne ce marché, c'est-à-dire le marché financier, je ne vais pas m'y attarder du tout, car tout simplement, vous l'avez déjà vu avec M. Khlouri. Concrètement, ce qui fait la différence entre le marché monétaire et le marché financier, c'est la maturité originelle des instruments financiers ou tout simplement des titres qui sont échangés sur ces deux marchés. Si la maturité des titres échangés sur le marché financier est généralement supérieure à 7 ans, comme je viens de vous le dire, on en comprend très vite que la maturité de ceux échangés sur le marché monétaire est inférieure à 7 ans. Toutefois, ce qu'il faut retenir ou ce qu'il faut savoir est que la grande majorité des titres échangés sur le marché monétaire ont une échéance inférieure à 1 an. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure que ce marché est très liquide si on le compare avec le marché financier. Le marché monétaire se divise en 3 compartiments. Le premier compartiment s'appelle le marché interbancaire. Le deuxième compartiment s'appelle le marché des titres de créances négociables et le troisième compartiment s'appelle le marché hypothécaire. Commençons par le marché interbancaire. Comme son nom l'indique, c'est un marché qui est réservé exclusivement aux institutions financières avec une prédominance bien évidemment des banques. Sur ce marché, les banques en particulier échangent entre elles leur liquidité à court terme. Donc, quand je dis liquidité à court terme, ça veut tout simplement dire pour une échéance inférieure à 1 an. C'est un marché de gré à gré, c'est-à-dire que les banques négocient librement entre elles et les négociations portent particulièrement sur le taux d'intérêt des prêts, leur durée et leur taille. En parlant du taux d'intérêt, il faut dire que c'est un marché qui est fortement
influencés par le taux directeur pratiqué par la Banque centrale. Puisque les banques s'échangent entre elles leurs liquidités, forcément ces échanges se font au moyen d'un taux d'intérêt appelé taux du marché interbancaire. Pour s'en tenir à l'essentiel, le marché interbancaire met en relation les banques à besoin de financement et celles à capacité de financement. Les banques à besoin de financement recourent au marché interbancaire pour se refinancer auprès de celles qui ont un excédent de capitaux afin tout simplement de faire face au jour le jour à leurs besoins en liquidité. Et là, je vous cite à titre d'exemple, pour honorer leurs engagements en réserve obligatoire auprès de la Banque centrale. Voyez-vous, je vous ai cité un exemple que vous connaissez très bien. L'objectif est de faire le lien avec ce que vous avez déjà vu en semestre 3 et pour mieux visualiser ce qui se passe sur le marché interbancaire. Il en est de même pour les fuites interbancaires. Alors, les fuites interbancaires ou les fuites sous forme de parts de marché, vous les avez également vues en semestre 3. Et là, c'est un excellent exemple qui permet de mettre en relief justement ce qui se passe sur le marché interbancaire. Alors, imaginons un système bancaire composé de 3 banques. La banque A, la banque B, la banque C et évidemment la banque centrale. Puis je reviens par la suite vers ce système de compensation, je vous expliquerai il sert à quoi. Alors, chaque jour, les banques subissent des fuites les unes contre les autres. Je vous cite un exemple que vous connaissez bien évidemment. Supposons la banque A octroie des crédits à des particuliers. Forcément, il va subir des fuites où il y aura une partie de ces crédits qui va s'échapper à son circuit bancaire. Et donc, il va subir des fuites naturelles vers la banque B. Et donc, la fuite qu'il va subir vers la banque B est estimée de la part de marché de la banque B. Il va subir également une deuxième fuite vers la banque C, estimée de la part de marché de la banque C. Et donc, évidemment, cette opération va se répéter plusieurs fois. C'est-à-dire que la banque B, à son tour, va octroyer des crédits. Il va subir des fuites hors de son circuit bancaire vers la banque A et vers la banque B. Ces fuites, ou l'ensemble de ces fuites, peuvent correspondre à des chèques, à des prélèvements, c'est-à-dire ils vont prendre la forme soit des chèques, soit des prélèvements automatiques, des prélèvements de manière générale, soit sous forme des virements ou des mouvements sur les cartes bancaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble de ces fuites vont finir par se solder sur le marché interbancaire grâce à un système de compensation. Donc tout se passe grâce à ce système de compensation qui est au milieu de ce petit schéma-là que je viens de vous présenter. Et donc finalement, le marché interbancaire permet aux banques d'équilibrer leur trésorerie en compensant leurs dettes et créances mutuelles. Un autre acteur qui joue un rôle prééminent sur le marché interbancaire, il s'agit de la Banque centrale. En effet, la Banque centrale intervient sur le marché interbancaire, soit pour l'alimenter en liquidité, et à ce moment-là, il va orienter le taux interbancaire vers la baisse, et les banques auront plus de facilité à se financer. Inversement, la Banque centrale peut reprendre de la liquidité du marché interbancaire et orientera cette fois-ci le taux interbancaire vers la hausse. Finalement, tout dépend de la politique que la Banque centrale souhaite entamer. Est-ce qu'il veut mettre en place une politique expansionniste ou plutôt une politique restrictive? Si le marché interbancaire est réservé aux banques pour la gestion et l'ajustement de leurs excédents et besoins de trésorerie, le marché des titres de créances négociables, quant à lui, est ouvert aux institutions financières, aux entreprises et à l'État.
La particularité de ce marché est que les agents à besoin de financement peuvent obtenir directement des capitaux de la part des agents à capacité de financement en émettant des titres. Je vous rappelle qu'un titre est un droit de créance à court et à moyen terme sur un tierce. Les titres sont considérés comme des actifs pour les agents à capacité de financement, bien évidemment, et comme des engagements pour ceux qui les émettent, à savoir les agents à besoin de financement. Et donc finalement, un titre est un instrument financier qui matérialise l'engagement d'un agent à besoin de financement ou de l'emprunteur, pour ne pas trop répéter, agent à besoin de financement, envers le prêteur, qui en contrepartie va mettre ses fonds à la disposition de l'emprunteur et ce dernier, quant à lui, va s'engager sur l'échéancier de remboursement et les conditions de rémunération assises sur un taux fixe ou un taux variable. Finalement, tout dépend du contrat établi. Le marché des titres de créances négociables est un marché de gré à gré, ce qui veut dire que les prêteurs et les emprunteurs peuvent traiter et négocier librement entre eux. Il existe 4 formes de TCN, dont l'émission est assujettie à des conditions que l'émetteur doit respecter s'il souhaite bien évidemment obtenir l'aval des autorités du marché. Alors, la première forme des TCN est appelée bon de trésor. Qu'est-ce que c'est qu'un bon de trésor? Un bon de trésor, c'est un titre d'emprunt négociable émis par le Trésor public. Je vous rappelle que le Trésor public est la personnification financière de l'État ou tout simplement la banque de l'État. Et donc l'objectif, c'est tout simplement de lui procurer des liquidités à court et à moyen terme. Vous savez pertinemment que quand le solde budgétaire est déficitaire, c'est-à-dire lorsque les dépenses publiques dépassent les recettes publiques, l'État se retrouve dans l'obligation de couvrir ce déficit. Alors une manière pour financer ce déficit réside dans l'émission des bons de trésor. La deuxième forme est appelée certificat de dépôt. S'il vous plaît, attention à ne pas confondre ces certificats de dépôt que je vais aborder avec vous avec les billets représentatifs que nous avons vus en semestre 3 lors du premier chapitre. Bon, c'est vrai que ça verse dans le même sens, mais vous savez pertinemment que on n'est plus dans l'optique de maison de dépôt, mais on est dans l'optique des banques. Et vous savez également que les banques ont beaucoup changé, ont beaucoup évolué. Donc finalement, les certificats de dépôt, ce sont tout simplement des titres de créances négociables qui sont émis par les banques. Et donc, ils sont émis évidemment au gré de l'émetteur, comme tous les TCN d'ailleurs. Ils sont remboursables à une échéance déterminée, intérêt compris. Leur maturité est comprise entre 10 jours et 7 ans. Au Maroc, les certificats de dépôt peuvent être placés ou négociés soit par les banques ou tout simplement par la CDG. La CDG, c'est la Caisse de dépôt et de gestion, ou par les sociétés des bourses. La troisième forme est appelée bon de société de financement. Bon, finalement, ils versent également dans le même sens. Les bons de société de financement, comme leur nom l'indique, sont des titres de créance émis par les sociétés de financement. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que l'encours de leurs emplois sous forme de crédit à la clientèle, et ça c'est très important, ne doit pas dépasser 40%. Et ne peuvent racheter, c'est-à-dire les sociétés de financement qui ont émis ces titres, ne peuvent racheter leurs titres qu'à hauteur de 20% de l'encours des titres émis selon la loi bancaire, selon particulièrement l'article 23 de la circulaire 3/G/96. Et enfin, la dernière forme est appelée bon de trésorerie. Il repose également sur le même principe, puisqu'on parle toujours des titres de créances négociables, sauf que cette fois-ci, ils sont émis par des entreprises non financières. Alors, des entreprises non financières, mais pas n'importe lesquelles. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que toutes les entreprises non financières peuvent avoir accès au marché de TCN. Au Maroc, seules, je dis bien seules, les entreprises disposant de fonds propres d'une valeur supérieure ou égale à 5 millions de dirhams peuvent avoir accès au marché des TCN. Alors, la maturité des bons de trésorerie
est comprise entre 10 jours et 1 an. Donc, pour synthétiser, le marché de TCN est un segment du marché monétaire qui est ouvert aux institutions financières, à l'État et aux entreprises non financières au Maroc disposant d'un niveau de fonds propres supérieur ou égal à 5 millions de dirhams. Sur ce marché, les agents à besoin de financement peuvent émettre des titres de créances négociables qui peuvent être soit des bons de trésor pour l'État, des certificats de dépôt pour les banques, des bons de société de financement pour les sociétés de financement et finalement les bons de trésorerie pour les entreprises non financières. Donc voilà grosso modo ce qu'il est du marché des TCN. Arrivons maintenant au troisième segment du marché monétaire qui s'appelle le marché hypothécaire. La première question qu'on pourrait se poser, en quoi ce marché se distingue-t-il des deux premiers compartiments du marché monétaire? Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que le marché interbancaire permet aux banques d'ajuster à l'équilibre leur trésorerie ou tout simplement de mutualiser leurs dettes et créances. Je vous ai également dit que le marché des TCN permet particulièrement aux agents à besoin de financement en émettant des titres d'obtenir les financements dont ils ont besoin. Le marché hypothécaire, quant à lui, est d'abord réservé aux établissements de crédit. Ensuite, c'est un marché qui permet cette fois-ci de mobiliser des créances hypothécaires. Avant de me laisser aller dans le détail, je vais de prime abord définir ce que c'est qu'une hypothèque. Par définition, une hypothèque est une sûreté, c'est-à-dire une garantie qui donne ou qui procure à un créancier, le plus souvent une banque qui consentit le prêt, un droit de gage sur un bien, le plus souvent immobilier, afin tout simplement de se couvrir en cas de défaillance de l'emprunteur. Autrement dit, si l'emprunteur se retrouve dans l'incapacité de paiement pour une raison ou une autre, la banque se réserve le droit de saisir le bien en question. Et donc finalement, une personne désirant obtenir un financement, soit pour construire, soit pour acheter, ne pourrait recevoir la somme demandée qu'en déposant un gage à titre de garantie. Ici, on parle de crédit hypothécaire. Donc, crédit hypothécaire veut dire tout simplement des crédits que vous connaissez tous, mais qui sont adossés à une hypothèque. Et donc ça rejoint ce que je viens de vous expliquer. Alors maintenant, la question que vous allez vous poser, quel est le lien entre tout ça, quel est le lien entre tout ce que je viens de vous expliquer et le marché hypothécaire? La réponse est très simple. Lorsque la banque qui a consenti le prêt hypothécaire se retrouve en besoin de liquidité ou tout simplement ne souhaite pas attendre l'échéance et désire récupérer immédiatement le capital, elle décide dans un premier temps de transformer ses créances hypothécaires en titres liquides et négociables. Ensuite, elle cède ses titres sur le marché hypothécaire et reçoit en contrepartie des liquidités. Vous devez très vite comprendre que c'est une transformation des actifs financiers primaires peu liquides en actifs financiers secondaires liquides puisque leur cession procurera des liquidités à la banque en question. Donc voyez-vous que j'ai exprès abordé cet aspect-là pour faire le lien avec la vidéo précédente et pour vous montrer, pour mieux visualiser cette transformation des actifs financiers primaires peu liquides en actifs financiers secondaires liquides. C'est-à-dire cette transformation, comment se fait? Alors, en somme, le marché hypothécaire repose sur une technique qui s'appelle la titrisation. Alors, qu'est-ce que c'est que la titrisation? La titrisation, c'est une technique tout simplement qui permet aux établissements de crédit de faire sortir de leur bilan des actifs, voilà, puisqu'ils vont être cédés sur le marché hypothécaire, et de les vendre sous forme de titres, aboutissant à des solutions de financement sur mesure destinées à des investissements. Alors, pour corroborer ce que je viens de vous exposer, je vous donne un exemple.
Imaginons un particulier qui souhaite construire un immeuble. Pour ce faire, il a besoin d'un financement de 5 millions de dirhams. Il décide alors de passer par une banque et donc de prendre un crédit de 5 millions de dirhams qu'il va rembourser sur une durée de 25 ans. Évidemment, dans ce cas de figure, la banque va octroyer le crédit de 5 millions de dirhams à ce monsieur-là, à ce particulier, puisque ici, l'immeuble constitue l'hypothèque. Donc logiquement, la banque doit attendre 25 ans pour pouvoir récupérer le capital de 5 millions de dirhams. Eh bien non, grâce au marché hypothécaire, la banque peut ne pas attendre l'échéance pour récupérer le capital. Il va donc décider d'émettre des titres négociables sur le marché hypothécaire. Autrement dit, il va décider de titriser cette créance de 5 millions de dirhams. Il va transformer cette créance en titre, qu'il va dans un premier temps vendre à un FPCT. C'est quoi un FPCT? C'est un fonds de placement collectif en titrisation. Alors ce fonds, il va faire quoi? Il va acheter dans un premier temps ces titres, il va les revendre aux investisseurs. Voyez-vous que là, la créance de 5 millions de dirhams a été répartie en plusieurs titres, vendus à l'investisseur numéro 1, investisseur 2, investisseur 3, jusqu'à l'investisseur N. Et donc comme ça, la banque a vendu la créance et a pu récupérer le montant de 5 millions de dirhams avant l'échéance, sans pour autant attendre 25 ans. Le particulier continue à rembourser son prêt ou à régler tout simplement ses traites, et les investisseurs, le 1, le 2, le 3, le 4 dans cette figure, recevront à la fin de la période le capital investi majoré des intérêts. Nous voici arrivés au bout du programme de ce module portant sur l'économie monétaire et financière 2. Ce fut un réel plaisir de vous accompagner et de vivre cette expérience passionnante de l'enseignement à distance avec vous. J'espère du fond du cœur qu'il en est de même pour vous et que le contenu que nous avons partagé avec vous vous a été utile. Sachez que le groupe restera ouvert pour vous et évidemment pour répondre à vos questions et éclairer les zones d'ombre. Ce qui veut dire que je continuerai de vous escorter et de vous apporter de l'aide pour que ce semestre finisse en beauté et pour que vous le réussissiez haut la main. Je vous souhaite une très bonne chance et portez-vous bien.